Ok, voilà, on va commencer. 9h05. Probablement encore quelques personnes qui vont arriver en cours de route. Donc, je vais juste donner quelques petites instructions. Donc, pour l'instant, tous les micros sont coupés pour tout le monde. Sachez qu'il y aura une session de questions-réponses à la fin. Donc, vous pourrez évidemment prendre la parole ou poser les questions dans le chat. Euh, Sachez aussi que l'enregistrement est en cours, donc il y aura, je pense, un lien qui sera distribué après la présentation pour pouvoir la revoir ou la partager avec d'autres qui n'auraient pas pu être présents. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Azure en 45 minutes, donc on est sur un challenge. On va pas rentrer donc trop non plus dans les détails techniques. L'idée ici, c'est de vous présenter de manière générale Azure, quels sont les challenges, étudier un peu les cas d'usage et voir ensemble des cas concrets avec des budgets. Euh, je vais peut-être dire juste un mot sur moi-même. Donc la plupart d'entre vous, je pense, me connaissent déjà, hein, mais moi, je suis chez Computeran depuis la nuit des temps, presque 20 ans maintenant, et je suis solutions architecte, c'est-à-dire que je conçois et j'aide les clients dans leur démarche, que ce soit du cloud ou de l'infra on-prem, donc en avant-vente, je vais dire ça comme ça. Euh, De quoi on va parler aujourd'hui, en plus ou moins 45 minutes? On va parler un petit peu, rappeler le contexte, hein. Donc, je pense que je vous ferai pas l'insulte de vous rappeler qu'est-ce que c'est le cloud en général. Je pense que tout le monde a quand même une bonne idée de ce que c'est Azure, mais une petite remise en contexte. On va étudier comme ça quelques cas d'usage, hein. Dans quel cas est-ce que Azure se prête bien, et puis on va un petit peu parler des cas où ça se prête moins bien. Euh, un petit mot sur Azure Virtual Desktop, hein, qui est une plateforme exclusive sur Microsoft Azure. On va même aborder assez régulièrement au travers de la présentation l'optimisation des infrastructures Azure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une infrastructure Azure qui soit efficace et qui soit aussi, je dirais, intéressante du point de vue financier. On va dire un petit mot sur comment gérer une infrastructure Azure. Et puis on abordera, je pense, oui, on a prévu un petit quart d'heure pour les questions-réponses. On va essayer de ne pas déborder sur le timing pour qu'on ait le temps de discuter. Euh, un petit mot sur le contexte. Donc, Azure, qu'est-ce que c'est? Azure, c'est ce qu'on appelle une plateforme de public cloud. Alors, public cloud, c'est quoi? C'est simplement une plateforme d'hébergement qui est ouverte à tout un chacun. Donc, ça veut dire que vous, en tant que client, vous avez la possibilité d'aller directement sur la plateforme Azure, de rentrer votre numéro de carte de crédit et de déployer et de commencer à déployer des machines virtuelles ou des services Azure. C'est ça le principe du public cloud. Euh, le public cloud Azure, donc c'est environ 300 data centers dans le monde. Donc ça en fait le numéro un en termes de présence globale. Donc il y a plus de serveurs chez AWS par exemple, mais AWS a moins de data centers et moins de localisations dans le monde. Alors ici, on ne peut pas vraiment zoomer sur la carte du monde, mais il n'y a pas encore de data center en Belgique, mais c'est en cours. Donc, c'est en train de sortir de terre. Donc, bientôt, on aura une zone Azure Belgium. Euh, pour l'instant, donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de data centers sur la zone Europe, hein. Vous voyez dans la petite image au-dessus. Pour l'instant, le plus proche de nous, c'est Amsterdam. Donc, ce qui s'appelle la zone West Europe. Amsterdam, qui est couplé avec Dublin. Euh, il y a aussi des data centers évidemment en France et en Allemagne, donc dans nos pays voisins. Pas encore au Luxembourg, peut-être un jour. Euh, il y a dans Azure, donc outre l'hébergement de machines virtuelles, et ça on en reviendra assez longuement sur le sujet, il y a environ 600 services distincts qui sont disponibles. Donc la location de machines virtuelles n'est que un service parmi un catalogue très très large de services. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un service par exemple? C'est le fait de pouvoir louer une database SQL as a service ou de louer un espace de stockage type Blob par exemple. Tout ça, ce sont des services. Et dans Azure, il y a un catalogue extrêmement large de services qui sont disponibles pour tout un tas de sujets, que vous vouliez faire du développement d'applications ou de l'AI. euh, il y a voilà un catalogue ultra, ultra riche.
Outre les services qui sont proposés spécifiquement par Microsoft, vous avez aussi dans Azure, et ça c'est quand même une des forces de Microsoft par rapport aux autres acteurs, c'est qu'il y a un très large écosystème de partenaires, donc via ce qu'ils appellent le Azure Marketplace, où vous allez pouvoir retrouver des solutions qui sont, je vais dire, Azure Ready, c'est-à-dire qui sont pré-packagées et prêtes à être déployées dans Azure. Par exemple, si vous voulez déployer une plateforme Citrix dans Azure, bah, vous ne devez pas partir de zéro. Vous avez déjà euh, comment dire, un environnement Citrix préconfiguré et un ensemble de services SaaS qui existent déjà dans le marketplace. Pareil, si vous voulez déployer votre propre firewall, je sais pas, Palo Alto ou Fortinet dans Azure, bah, vous avez aussi déjà la plateforme qui existe dans le marketplace et qui est prête à être déployée. Vous avez comme ça et des centaines d'éditeurs de solutions qui offrent des plateformes cloud ready au travers du marketplace Azure, ce qui permet aussi de gagner énormément de temps dans les déploiements. Euh, donc Azure est une plateforme qui s'adresse, comme vous l'avez compris, essentiellement aux entreprises pour leur usage interne. Euh, Vous avez accès via Azure à certains services évidemment exclusifs au monde Microsoft. Il y en a évidemment une assez grande quantité, mais on peut citer notamment le Azure Virtual Desktop, euh, qui ne tourne donc que sur Microsoft Azure. Il y a certains services, comme par exemple le fait d'avoir une base de données SQL as a Service, c'est évidemment spécifique à Azure. Et vous avez bien sûr tout l'écosystème Dynamics et Microsoft 365 qui tournent exclusivement sur Azure, ce qui est assez logique. Euh, la force évidemment de Microsoft, c'est que la plateforme Microsoft Azure, le cloud, est évidemment intégrée au sein d'un écosystème qu'on va dire assez global. Dans cet écosystème, vous allez retrouver ne serait-ce que votre PC Windows, vous allez retrouver tout le monde, toute la galaxie Microsoft 365, également tout ce qui est Windows Server est désormais nativement, d'une manière ou d'une autre, intégré au cloud Microsoft Azure et certains services, comme par exemple on pense à Exchange, mais on peut penser aussi à Active Directory, qui sont conçus pour être intégrés maintenant dans cet écosystème Microsoft qui inclut de plus en plus Azure. Alors, Azure, c'est une plateforme qui offre des services IaaS. Donc, l'IaaS, on va dire, c'est la location de machines virtuelles, mais qui offre aussi des services dans mot de passe. Alors, c'est quoi la différence? L'IaaS, c'est quand on héberge une machine virtuelle dont on va gérer soi-même la partie operating system et tout ce qui est au-dessus, donc les applications et les données. Tandis qu'une plateforme PaaS, c'est l'hébergeur qui va se charger de gérer la couche operating system et applicatif. Jusqu'au monde SaaS, où SaaS, ça c'est vraiment l'opérateur qui va s'occuper absolument de tout et où le client ne fait que de consommer le service. Euh, alors évidemment, l'intérêt de l'IaaS, c'est qu'on peut avoir une flexibilité totale et une compatibilité avec toutes les applications existantes ou quasiment. Donc l'IaaS, c'est la flexibilité maximum. Bien entendu, le SaaS Pass, par contre, ça va vous permettre de diminuer les coûts opérationnels puisque vous vous déchargez de la gestion de toute cette partie operating system et application. Vous n'avez plus à vous en occuper, c'est Microsoft qui s'en charge, ça vous permet de vous libérer du temps. Ça permet aussi de faire des économies dans le sens, enfin des économies plus directes, dans le sens où généralement ce sont des plateformes qui sont mutualisées. Donc un operating system, une application sont mutualisées au travers de beaucoup de clients et ça vous permet aussi de faire des économies en payant moins cher le service que si vous louiez la VM rien que pour vous dédié. Alors qu'est-ce que ça peut être un service SaaS PaaS? Les plus connus, c'est l'Azure File. Donc l'Azure File, c'est ce qui permet de remplacer un file serveur Windows, par exemple. Azure Database, donc du SQL as a Service ou du Postgre ou du MongoDB, peu importe, il y a plus, tout un tas de bases de données de services. L'Azure Domain Services, donc le fait de remplacer un contrôleur de domaine Windows Server par un contrôleur de domaine as a Service. L'Azure Backup, bien entendu. Tout ce qui est Azure App Services, donc des web serveurs, par exemple, que ce soit en mode IIS ou en mode Linux Apache. Euh,
Et je rajoute aussi, même si c'est pas exactement de l'Azure, vous avez bien sûr tout l'écosystème Microsoft 365 et Dynamics, qui est là vraiment purement de l'application SaaS, donc Software as a Service, qui tourne bien entendu dans Azure aussi. Alors, un petit mot, puisqu'on a vu la carte du monde tantôt, un petit mot sur les régions et zones de disponibilité. C'est pas forcément un vocabulaire qui est évident à comprendre ou qui est pas très instinctif. Vous avez trois niveaux, je vais dire ça, de localisation chez Microsoft. Vous avez le bâtiment, le data center. Généralement, vous avez plusieurs bâtiments l'un à côté de l'autre, et ces bâtiments forment ce que Microsoft appelle une zone de disponibilité. Donc une zone de disponibilité, on va comparer ça à une sorte de campus dans lequel il y aura plusieurs bâtiments, mais qui sont les uns à côté des autres. Ça, c'est Availability Zone. Donc, la zone de disponibilité, c'est l'unité de base. Euh, Ensuite, vous avez la région. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la région West Europe, euh, c'est-à-dire en pratique Amsterdam. Une région est composée de généralement plusieurs zones de disponibilité. Ça veut dire que autour d'une ville, hein, si on prend par exemple Dublin ou Amsterdam, vous avez plusieurs campus qui sont distribués dans la région. Ces différents campus sont reliés entre eux avec des lignes à très haute vitesse et à basse latence, ce qui permet de répliquer de manière synchrone les données entre les différents campus qui composent une région. Donc, par exemple, si vous déployez un service Azure File ou une machine virtuelle avec un disque redondant et que vous la déployez dans la région West Europe, elle va se retrouver dupliquée au moins à trois endroits. Donc, la redondance des données est intégrée au sein de la zone. Ensuite, vous avez euh, la possibilité d'avoir une géoredondance. Ça veut dire le fait que vos données soient dupliquées sur plusieurs zones géographiques. Donc typiquement, par exemple, si on reprend l'exemple de la zone West Europe avec Amsterdam, les données, la zone West Europe est appairée et jumelée avec la zone North Europe. Donc concrètement, ça veut dire que Amsterdam est jumelé avec Dublin, et on peut faire une réplication asynchrone cette fois-ci entre ces deux zones. Euh, donc il faut savoir que on peut choisir le niveau de redondance pour différents services. Donc, par exemple, quand vous déployez un managed disk, vous pouvez choisir s'il est soit local, donc local c'est avec trois réplications mais au sein du même campus, soit, soit de redondant au niveau de la zone, soit de redondant au niveau géo. Le niveau de redondance qu'on va choisir a aussi un impact sur les SLA. Donc, si on choisit un disque avec, enfin une machine virtuelle avec un disque LRS, on aura un SLA de 99,95. Si on le choisit avec une redondance plus élevée, on peut avoir un taux de disponibilité, un SLA de 99,99. Donc, quand vous voyez dans les calculateurs, dans les calculs, etc., ces termes LRS, ZRS ou GRS, c'est ça que ça désigne, c'est le niveau de redondance, hein, qui a un impact évidemment sur le prix du service et comme je viens de dire aussi sur le SLA. Garde un œil sur le chrono. La connectivité vers Azure, ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Certains services sont accédés directement depuis Internet. Donc la connexion Internet, entre guillemets, fait partie de chaque service. C'est pas quelque chose qu'on doit acheter séparément, la connexion Internet. Euh, Si vous déployez par exemple un blob dans lequel vous voulez par exemple rapatrier une copie de vos données de sauvegarde, eh ben, vous recevez simplement une URL quand vous déployez votre service. Et ce blob, ce service est accessible directement depuis Internet sans autre configuration. Pareil, si vous déployez un app services, déployez un app service Linux par exemple, un conteneur, bah, vous recevez une URL qui vous permet d'accéder à la page web, à la page d'accueil de votre serveur Apache que vous aurez déployé via l'App Services. Euh, Vous pouvez aussi avoir une connexion Internet qui ne soit pas directement vers votre service ou votre machine virtuelle, mais qui utilise un proxy de type Azure Front Door, par exemple. Ça, c'est pour rajouter une couche de sécurité. Vous avez la possibilité d'accéder aussi à certains services via une plateforme dédiée spécifique. Là, on en reparlera, mais là, par exemple, Azure Virtual Desktop dispose de son propre mécanisme de sécurité avec le broker, avec la gateway SSL, etc., qui font partie du service SaaS.
Vous pouvez accéder aussi à certains services, et là je reparle de nouveau de machines virtuelles, simplement en lui assignant une adresse IP publique. Voilà, vous assignez une adresse IP publique, vous ouvrez les portes et vous avez accès directement à votre environnement. Vous pouvez éventuellement déployer un firewall type NSG, type Azure Firewall ou un éditeur tiers. Vous pouvez déployer un firewall virtuel Fortinet par exemple, qui vous permet ensuite de gérer les connexions entrantes sur vos ressources Azure. Mais en général, la connexion privée, elle reste quand même nécessaire. Donc la connexion privée, c'est le fait d'établir un pont VPN entre vos utilisateurs et votre infrastructure Azure. Il y a trois types de connexions privées qui peuvent être établies vers les services Microsoft Azure. Premièrement, vous pouvez créer un pont VPN, ce qu'on appelle peer-to-site, donc un VPN utilisateur. Chaque utilisateur, où qu'il soit, dès qu'il a une connexion Internet, il lance son client VPN Azure et ça lui permet d'accéder au réseau privé Azure. Le deuxième étant le VPN site à site, donc type IPsec. Vous avez votre firewall qui se trouve dans votre bureau ici en Belgique et qui va établir un tunnel, un pont permanent entre vos bureaux et le réseau virtuel Azure, de telle sorte que quand vos utilisateurs sont au bureau, eh ben, ils ont accès au serveur Azure comme s'ils étaient chez eux. Ça ne change rien, c'est transparent du point de vue réseau. Et la troisième option, un peu plus rare, c'est ce qu'on appelle l'Express Route. Donc l'Express Route, c'est une sorte de VPN, mais avec un chemin, on va dire, prédéterminé et avec une latence beaucoup plus faible. Et ce service Express Route, c'est quelque chose qui est fourni au travers d'un opérateur télécom. Donc par exemple Orange, par exemple Proximus, par exemple Destiny. Voilà, vous avez votre opérateur téléphonique, votre opérateur Internet, qui va lui-même établir une connectivité à très faible latence avec le cloud Microsoft. Évidemment, cette dernière solution, donc l'Express Route, est plutôt destinée à, on va dire, des grandes entreprises, dans le sens où c'est quand même un service qui est loin d'être gratuit, quoi. Mais qui, voilà, quand on a un déploiement très important dans Azure, peut prendre tout son sens, puisqu'on a à ce moment-là une latence plus faible et une bande passante plus importante, et voilà, un système de connexion qui est plus fiable. Alors, on va aborder maintenant quelques cas d'usage pratiques, prendre quelques exemples. Après, on prendra un exemple concret plus tard. Alors, un cas d'usage de Azure, c'est ce qu'on appelle les applications Azure. Donc là, ça s'adresse plutôt aux développeurs de solutions. Donc si vous êtes un développeur, que vous créez votre propre logiciel ou votre propre plateforme web pour rendre des services ou pour vendre des licences, vous pouvez choisir de développer une application qui soit directement native pour Azure. Euh, Ça veut dire que concrètement, c'est une application qui va être développée à partir des outils qui sont fournis par Microsoft, que les développeurs connaissent, hein. On va parler là de Visual Studio, d'Azure DevOps ou de GitHub. Euh, L'avantage, c'est que vous avez alors à ce moment-là la possibilité de déployer automatiquement. Donc le déploiement de votre application, la mise en production de votre application est directement intégrée dans le workflow de déploiement, de développement. Ce qui vous permet de réduire le time to market, puisque la mise en production est directement intégrée dans les outils de développement, et de bénéficier de tout ce qui est scale-out automatique. Donc, le fait que votre application, si vous démarrez pour 10 personnes, elle peut être scalée automatiquement pour être accessible par des millions de personnes. Vous pouvez aussi bénéficier des services Azure pour faire un déploiement géodistribué. Donc si vous voulez que votre application soit disponible partout dans le monde, ben, Azure peut très facilement faire du caching et du CDN pour que les applications soient accessibles nativement partout dans le monde. Et là, on va parler à ce moment-là plutôt de services type App Services, donc tout ce qui est web server, base de données, the service, et front door. Front door, c'est toute la partie CDN, sécurisation, reverse proxy. Mais ça, voilà, ce cas d'usage, il s'adresse plutôt évidemment aux fournisseurs de solutions et aux développeurs. C'est un peu particulier, mais c'est néanmoins un cas qu'on rencontre de temps en temps. Hmm. Ensuite, on va parler du modèle hybride, donc c'est-à-dire Azure vient en complément d'une infrastructure locale. Pourquoi? L'objectif, bah, c'est
de réduire les investissements sur l'infrastructure on-prem en mettant dans le cloud certains workloads qui s'y prêtent bien. Donc, c'est-à-dire des workloads qui vous coûteraient plus cher si vous deviez les internaliser. Hein. Voilà, quelques exemples. Vous avez un service critique, une application critique. Vous n'avez pas envie de renforcer l'infrastructure on-prem de telle sorte que ça devienne vraiment une infrastructure à très haute disponibilité parce que, comme on le sait, ça coûte très cher. Il faudrait par exemple avoir 2 data centers on-prem avec une réplication synchrone. Voilà, ça coûterait trop cher. Donc pour cette application critique bien particulière, vous choisissez de faire une externalisation dans le cloud public Microsoft Azure. C'est un exemple. Euh, Azure peut aussi servir de ce qu'on avait appelé de capacité de débordement. Donc vous avez une charge de travail, une surcharge de travail, mais qui est temporaire. Par exemple, vous organisez un événement, si vous êtes dans le domaine de l'événement, où vous avez une période de l'année, voilà, comment dire, un business qui est saisonnier, et vous avez seulement une petite période de l'année où vous avez une surcharge de travail très importante. Euh, mais vous ne voulez pas dimensionner votre infrastructure on-prem en fonction de cette charge qui ne va durer peut-être que quelques semaines ou un mois par an. Là, c'est là évidemment que le cloud public prend tout son sens, puisque vous pouvez déployer des ressources dans Azure, vous les allumez pendant 2 semaines, un mois, et puis vous les éteignez. Et quand vous les éteignez, ben, vous arrêtez aussi de les payer. C'est ça, évidemment, tout l'intérêt du cloud. Euh, un autre exemple, environnement test dev non permanent. Donc on en revient un peu au point précédent, c'est-à-dire une charge de travail qui est pas permanente. Mais ça vous permet, Azure, de bénéficier d'énormément de flexibilité et de pouvoir déployer toutes sortes d'environnements. Donc, quand il s'agit de faire du test dev, on peut déployer très facilement des tas de versions différentes et de créer comme ça, en quelques heures ou en quelques jours, des environnements très différents. Le dernier cas d'usage, et qui est lui, par contre, très très courant, c'est d'utiliser le cloud public pour faire tout ce qui est backup as a service. Donc, on va louer les outils de backup et aussi la capacité de stockage. On va la louer dans le cloud Microsoft Azure. Pourquoi? Parce que c'est simplement que ça coûte beaucoup moins cher. Euh, donc, les espaces de stockage type roi, on va dire ça comme ça, coûte beaucoup moins cher dans Azure que si on devait mettre toute l'infrastructure chez soi. La variante étant le Disaster Recovery as a Service. Donc là, ce sont des sociétés qui veulent quand même continuer à utiliser les serveurs on-prem, mais qui n'ont pas un disaster recovery, enfin qui n'ont pas un second site qui leur permet de créer un disaster recovery on-prem et qui préfèrent à ce moment-là louer les ressources nécessaires dans Azure pour pouvoir éventuellement, s'il y avait un désastre sur leur infra, pouvoir redémarrer les serveurs dans le cloud. L'avantage évidemment, c'est qu'à ce moment-là, on ne doit pas payer toute l'infrastructure qui est là en DR dans Azure, on ne doit payer entre guillemets que la capacité de stockage qu'on utilise et que simplement, voilà, de temps en temps, une fois par an, faire un test de DR pour vérifier que ça fonctionne. Je vais un peu accélérer parce que je vois qu'on est un petit peu short au niveau du temps. Euh, alors, le dernier des scénarios, les cas d'usage, c'est l'externalisation totale vers Azure. Donc, vous avez une infra on-prem qui est en fin de vie. Vous ne souhaitez pas la renouveler pour différentes raisons. Vous voulez gagner en flexibilité. Vous voulez peut-être diminuer les coûts opérationnels. Votre infra on-prem vous coûte trop cher en main-d'œuvre. Ou simplement, vous voulez bénéficier d'une disponibilité beaucoup plus élevée. Donc, hein, parce que vous n'avez pas la possibilité on-prem de faire 2 salles redondantes avec une réplication synchrone. Mais vous voulez néanmoins bénéficier de plus de disponibilité. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on fait des migrations dans Azure. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de se poser la question de ne pas simplement déplacer des VM on-prem et les déplacer telles quelles dans Azure, parce que ça, ce ne sera pas du tout efficace en termes de coût, ni en termes de gestion. Le but à ce moment-là, ça va être de convertir tous les services qui tournent sur des VM, de le convertir en mode plateforme as a service, software as a service. Et ça, on reviendra là-dessus un peu plus loin. Euh, les cas d'usage, on va dire, moins évidents. Euh, dans quel cas est-ce qu'il faut être prudent quand on envisage une migration Microsoft Azure ou Public Cloud en général? C'est quand la latence est un facteur crucial entre l'application, entre le client
et le serveur. Donc, si vous déplacez une base de données dans Azure, mais que le client reste on-prem, il faut être à ce moment-là très attentif parce que parfois, certaines applications ne supportent pas la latence qui est introduite quand on l'éloigne, je vais dire, la partie serveur. Il faut faire attention avec les VM de très grande taille qui fonctionnent en permanence, hein. Si on parle par exemple de serveurs de rendu 3D, mais qui tournent voilà, en permanence pour rendre des scènes 3D, ça c'est quelque chose, c'est le type de workload qui va coûter probablement très cher si on le fait tourner en 24/7 dans un cloud public. Euh, Bien entendu, si vous avez une connexion Internet qui est faible dans vos bureaux, ça va être compliqué probablement d'externaliser et de garder une bonne qualité de travail, ça c'est assez évident. Euh, et le dernier cas qui s'adresse par exemple là plutôt dans le secteur de l'industrie, c'est les interactions en temps réel avec du matériel industriel de type PLC, où généralement ça peut poser des problèmes ou des problèmes soit de compatibilité, soit le fait que le fournisseur des appareils industriels va exiger que le serveur se trouve à côté des équipements. C'est un cas qu'on rencontre assez fréquemment dans l'industrie où on ne peut pas externaliser l'ensemble des serveurs. Ok, on va prendre quand même 5 minutes pour parler d'Azure Virtual Desktop, puisque je rebondis sur ce que je disais juste avant. Parfois, la latence entre l'application, entre la partie cliente et la partie serveur rend impossible ou très difficile le fait d'externaliser certains serveurs. Azure Virtual Desktop permet notamment de répondre à cette problématique. Qu'est-ce que c'est en pratique? C'est une machine virtuelle, mais une machine virtuelle cliente. Donc, c'est pas un serveur, c'est un PC virtuel, donc avec l'OS Windows 10, Windows 11 Pro, qui tourne dans Azure en tant que VM. Euh, cette machine virtuelle peut être ou pas intégrée dans votre réseau virtuel Azure. Ça veut dire le client se retrouve au même endroit que le serveur qui détient la base de données ou les données, ce qui permet donc d'éviter à ce moment-là tous les problèmes de latence dont je parlais juste avant. Le client et le serveur sont au même endroit dans un réseau local 10 gigabits. Euh, L'avantage, enfin, l'exclusivité, la particularité de Azure Virtual Desktop, c'est que Microsoft fournit euh, toute la partie connectivité. Donc, connectivité, c'est répartiteur de charges, broker, tout ce qui est sécurité, donc les passerelles SSL, etc. Tout ce qui est, ce qu'on pourrait comparer à un RD Gateway ou un RD Broker dans le monde RDS, ou un Citrix NetScaler. Enfin, toute cette partie-là est fournie et gérée par Microsoft. Euh, les licences, vous devez simplement acquérir une souscription Windows E3 ou Business Premium. Donc, si vous êtes déjà dans le monde Microsoft 365, probablement que vous avez déjà les licences nécessaires pour utiliser Azure Virtual Desktop. C'est disponible en plusieurs éditions. Je vais revenir à un slide juste après là-dessus. Et concrètement, à quoi ça sert? Premier objectif, ça peut être simplement, comme j'expliquais, diminuer la latence entre client et serveur. Un autre objectif que ça peut rencontrer, c'est d'offrir un bureau sécurisé depuis n'importe où. Donc, si vous avez des travailleurs qui voyagent beaucoup dans tous les pays et que vous ne voulez pas déployer sur les postes de travail directement les applications et les données, vous pouvez simplement leur fournir un PC portable vide, je veux dire entre guillemets, dans lequel il n'y a qu'une seule chose, c'est le client Azure AVT. Comme ça, ils peuvent se connecter depuis n'importe où et d'être directement dans un environnement qui est totalement maîtrisé, puisque ça se retrouve dans le cloud, dans un environnement privé. Une des raisons aussi, un désavantage qu'on peut trouver avec Azure Virtual Desktop, c'est simplement de simplifier la gestion des clients. Si vous avez un parc très important avec de très nombreuses applications, ce sera plus simple de gérer le déploiement de vos applications sur des machines virtuelles qui tournent dans Azure, dans lesquelles vous avez une maîtrise totale. Pareil, quand vous voulez faire des releases de nouvelles versions, faire les mises à jour, etc., le fait que ce soit des machines virtuelles dans un réseau privé simplifie la gestion à beaucoup de niveaux. Un autre cas d'usage plus particulier, c'est de continuer à utiliser Windows 10 malgré le fait qu'il sera bientôt end of support. Donc, quand vous utilisez des OS Legacy, ça s'applique d'ailleurs aussi à Windows 2012, Windows Server 2012, ils peuvent continuer à être supportés un peu plus longtemps quand ils sont dans le cloud Microsoft Azure.
Là, c'est un cas un peu particulier. Euh, Ensuite, un des cas d'usage aussi qui est assez fréquent d'Azure Virtual Desktop, c'est tout simplement pour réduire les coûts. Dans le sens où si on le compare avec une infrastructure RDS classique, ou même encore Citrix par exemple, c'est clair que la plateforme AVD va coûter beaucoup moins cher, déjà en termes de licence, hein, si on compare à Citrix bien sûr, mais ça va aussi coûter moins cher en termes opérationnels puisque vous n'avez plus besoin de déployer tous les composants de gestion, style comme j'expliquais, serveur de gestion, le broker, gateway, etc. Tout ça, vous n'avez plus besoin de déployer, c'est fourni par Microsoft et c'est entre guillemets, c'est inclus dans la licence Windows 3. Donc, AVD, si vous avez déjà une plateforme de bureau virtuel type Citrix ou RDS, ça vous permet aussi de faire de belles économies. Il reste 10 minutes, ça va aller. Azure Virtual Desktop disponible en deux grandes éditions. Azure Virtual Desktop. Donc Azure Virtual Desktop, c'est vraiment une machine virtuelle dans un environnement Azure, mais la machine virtuelle est totalement gérée par vous. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir, voilà, elle peut être personnalisée comme une machine virtuelle qui hébergerait un serveur. Donc on peut choisir chaque composant à la main et c'est payé à la consommation. Donc si vous éteignez la machine virtuelle AVD, bah, vous cessez de la payer aussi. Windows 365, c'est un concept un peu différent dans le sens où là, c'est un prix fixe par utilisateur par mois. Donc ça se consomme comme une licence comme une licence Microsoft 365, par exemple. Donc c'est le même principe. C'est un prix par utilisateur par mois. Et à ce moment-là, chaque utilisateur a sa propre machine virtuelle dédiée. Tandis que dans Azure Virtual Desktop, on peut aussi avoir des machines virtuelles multi-sessions. Donc une machine virtuelle Windows 11, mais qui est partagée par plusieurs utilisateurs, de nouveau dans le but de réduire les coûts. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce tableau. On reverra tout à l'heure un exemple avec une infrastructure qui inclut Azure Virtual Desktop. Alors le point très important ici, comment optimiser les infrastructures Azure pour que ce soit, pour en tirer le meilleur parti et surtout pour que ce soit intéressant du point de vue financier et que ça reste gérable du point de vue opérationnel. Il y a deux catégories, optimisation financière. Vous avez la possibilité de réserver des machines virtuelles. Donc, si vos machines virtuelles sont allumées 24/7, vous pouvez vous faire une sorte d'engagement. Vous dites, voilà, je m'engage pendant un an à ce que cette machine virtuelle tourne, un an ou 3 ans, et à ce moment-là, Microsoft vous accorde une remise. Cette remise, elle est très importante. Donc, on va parler de jusqu'à 62% de remise sur le prix de la machine virtuelle lorsqu'on prend une réservation. Donc c'est vraiment très très important de l'envisager si vous avez une machine virtuelle qui va tourner 24/7 pendant une durée indéterminée. Deuxième formule, c'est ce qu'on appelle le plan d'économie. Là, c'est un peu différent, on s'engage sur un montant global de machines virtuelles, mais les machines virtuelles restent à la demande. Donc selon qu'on les éteint ou qu'on les allume, le prix va être différent. Là, les remises sont un peu moins importantes, mais là, on garde une certaine flexibilité. Le but du plan d'économie, c'est d'avoir une partie des machines virtuelles qui sont incluses dans ce plan d'économie et tout ce qui ira au-delà, enfin, tout ce qui dépasse, je veux dire, le montant sur lequel on s'est engagé, ben, sera facturé de manière classique. Troisième point très très important pour faire des économies dans Microsoft Azure, c'est la question des licences Windows Server. Évidemment qu'une machine Windows Server qui tourne dans Azure doit être licenciée. Si vous prenez le mode entre guillemets par défaut, c'est la licence Windows Server va être facturée en gros à la minute, en même temps que la VM. Ce qui est très intéressant quand on a des machines virtuelles qui ne tournent pas en permanence. Donc ça veut dire qu'on ne paye la licence Microsoft Windows Server que quand on utilise la machine virtuelle. Mais si la machine virtuelle tourne 24/7, là, clairement, il faut opter pour une autre type de licence, c'est-à-dire toutes les licences qui s'appellent Hybrid Benefit, donc les licences Windows Server en mode souscription qu'on peut utiliser à la fois on-prem et dans Azure. Et là, on peut faire des économies qui vont jusqu'à 90% sur le prix de la licence. Ça, c'est très, très important. Un petit exemple, hein, une VM avec Weaker, donc c'est le cas le plus favorable évidemment, qui tournerait en permanence, donc en moyenne 730 heures par mois. Voilà, sans optimisation, on peut passer de 6 150 € à moins 2 500 € pour exactement la même VM, mais simplement en appliquant des tarifs et des modes de calcul qui sont différents. Donc c'est très très important de bien réfléchir à à la façon dont on consomme les services. Deuxième point, c'est évidemment tout ce qui est optimisation
plus technique. J'en ai parlé, donc l'extinction automatique des machines virtuelles en dehors des heures d'activité. Mais si vous avez typiquement une plateforme AVD, RDS, c'est pas forcément utile si vous avez 3 serveurs AVD, par exemple, qui tournent en permanence 24/7, y compris les week-ends, y compris la nuit. Donc vous pouvez faire en sorte que les machines virtuelles s'éteignent automatiquement vers 18 heures ou quand les gens quittent le bureau et qu'elles se rallument automatiquement quand les premières personnes arrivent au bureau à 8 heures. Et ça permet, au lieu de la payer pendant 24 heures, vous la payez pendant 10 heures. Donc, vous faites aussi, évidemment, une économie très importante. Euh, Remplacer l'IAS par du PaaS, donc ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Privilégier toujours les services PaaS. Remplacer du RDS ou du Citrix par de l'AVD, ça permet d'avoir les mêmes fonctionnalités, mais pour beaucoup moins cher. Très important de ne pas surdimensionner les VM. Quand on a une infra on-prem, on a fait l'investissement d'un serveur qui a par exemple 512 Go de RAM. Quand on déploie une VM, qu'elle ait 16 ou 32 Go, ça ne change rien. Donc on a tendance à surdimensionner les machines virtuelles quand elles sont on-prem. Dans Azure, évidemment, comme on paye en fonction du nombre, de la taille de la VM, il faut faire très attention à ne pas les surdimensionner. Si on déploie une VM avec 32 Go, on va surveiller l'utilisation de la RAM. Chaque mois, on va remettre en question, dire ah oui, mais j'ai mis 32 Go, est-ce que 16, ce ne serait pas suffisant? Finalement, on va analyser l'usage et optimiser la consommation parce que c'est très important. Euh, Choisir le niveau de performance aussi au niveau du stockage, hein. Donc, il y a plusieurs types de stockage avec des niveaux de performance différents. Il faut choisir le bon, c'est important. Et de redondance, ça c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, LRS, DRS, GRS. Il faut choisir le niveau de redondance adapté parce que ça a un impact aussi important sur le coût des solutions. Donc ça, c'est tous des paramètres qu'il faut, non seulement auxquels il faut réfléchir au début, mais qu'il faut aussi remettre en question régulièrement. Un petit exemple d'optimisation. Donc ici, j'ai illustré une infrastructure classique dans laquelle on va retrouver les serveurs qu'on retrouve un peu partout, serveurs Active Directory, un serveur pour une application business, on suppose qu'il ne peut pas être converti en mode SaaS, euh, un serveur de backup, un serveur file, un serveur avec une base de données SQL et une plateforme RDS composée des composants habituels, gateway, broker et la partie RD host. On imagine qu'il y a 3 serveurs RDS, donc peut-être une cinquantaine d'utilisateurs, et que cette plateforme RDS est nécessaire pour accéder à la business app qui ne supporterait pas, par exemple, la latence si on la déplaçait pour le télétravail. Donc, dans cet exemple bien précis, euh, si on transforme simplement, donc on transpose cette infra qu'on suppose être on-prem et on la transpose telle qu'elle en Azure sans faire la moindre optimisation et en payant tout à la minute, on arrive à un total, donc j'ai fait le calcul, de 4 416 € pour exactement cette infrastructure, auquel on rajoute, puisqu'ici on est toujours en mode IAS, on doit rajouter des licences pour le serveur de backup. On va compter 60 € par mois environ, c'est à peu près ça. Et des licences pour la partie antivirus. Euh, Si on compare ça avec simplement une infrastructure, donc la même infrastructure, mais avec les optimisations, donc réservation 1 an et utilisation de licence Windows Server annuelle, donc toujours la même infra, les mêmes serveurs, mais optimisés au niveau financier, on peut réduire ça à 2 863 € en gros. Mais là où ça devient vraiment très intéressant, et là c'est ce que j'ai illustré sur le schéma, c'est si on transforme toutes ces machines virtuelles en services PaaS. Par exemple, l'Active Directory, on transforme ça en Azure AD Domain Services. Le Business App, ici en l'occurrence, on a considéré que voilà, ça ne peut pas être transformé, donc là on loue une machine virtuelle. Le backup devient de l'Azure Backup, le file devient de l'Azure File, la web app devient un app service, la base de données, une base de données de service, etc. Enfin, vous avez compris l'idée. Et surtout, le RDS devient de l'AVD. Et donc, c'est là que ça permet de faire vraiment des très grosses économies, puisque moi, j'ai fait le calcul ici, on arriverait à environ 1 000 € par mois pour la partie en mot de passe. Donc ici, je vous montre le calcul. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque l'heure tourne. Sachez simplement, et ça c'est très important,
que ce calculateur-là, dont j'ai fait une capture d'écran, c'est le calculateur Azure qui est disponible. J'ai mis le lien en dessous. N'importe qui peut aller utiliser le calculateur Azure. Et si vous passez par un revendeur comme Computerland, ben, les prix que vous voyez dans le calculateur Azure, ce sont les mêmes prix que vous retrouverez sur votre facture si vous passez par Computerland, par exemple. Donc, n'hésitez pas à utiliser le calculateur pour faire des simulations. C'est le même calculateur que nous, on utilise. Un petit mot, je vais encore un peu accélérer sur la partie gestion. Alors, c'est clair que Azure, c'est une plateforme qui va vous faire gagner du temps sur l'opérationnel, puisqu'on ne doit plus gérer toute la partie infrastructure matérielle. C'est pas pour autant qu'une gestion rigoureuse ne reste pas nécessaire. En quoi ça consiste la gestion? Ça va être gérer quand même les sauvegardes, gérer toute la partie sécurité, Defender for Cloud, remettre en question, donc auditer les accès et surtout surveiller et optimiser les ressources. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, même si on a bien réfléchi à la situation au début, c'est important de remettre en question sans cesse les ressources. Donc, est-ce que je ne peux pas diminuer le nombre de CPU, par exemple? Est-ce que je ne peux pas changer le type de redondance pour constamment avoir tiré le meilleur parti des services Azure? Euh, Si vous avez toujours des VM, il reste nécessaire évidemment de mettre à jour les OS et les applications, prendre en charge les incidents, bien entendu, surtout pour la partie Azure VM. Euh, à ce titre, bien évidemment, je rappelle que Computerland offre des services qu'on appelle Manage Azure, donc c'est-à-dire une logique Manage MSP, donc Manage Service Provider, qui inclut notamment toute la partie monitoring et support en 24/7. On a bien sûr dans ce service tout ce qui est proactivité. Donc, comme j'expliquais, l'optimisation continue des services Azure, c'est très important. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire pour vous, avec vous, je vais dire ça. Euh, et c'est un concept MSP avec un prix forfaitaire où on a un fee de base par tenant, par souscription, et puis ensuite un prix par VM ou par application. Hop, je regarde. Un dernier mot, je pense que c'est le dernier slide. Azure Arc Cloud Anywhere. Donc Azure Arc, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir transformer vos serveurs ou vos services qui tournent sur votre on-prem, de pouvoir les gérer comme s'ils étaient dans Azure. Donc utiliser le portail Azure et tous les outils Azure pour gérer vos serveurs, même s'ils sont on-prem. Je vais me dire, même s'ils tournaient chez Amazon. Donc ça inclut la partie monitoring, déploiement, le patching et la partie protection, donc Defender. Donc en pratique, un agent s'installe dans la VM ou vous installez un plugin dans votre vCenter et vos machines virtuelles vont remonter dans la console Azure de cette manière-là. C'est un service qu'on paye en fonction voilà, des options qu'on choisit. C'est inclus dans Defender for Cloud Plan 2. Si vous avez déjà souscrit, donc Defender for Cloud, c'est la partie antivirus pour les serveurs. Si vous avez souscrit à Defender for Cloud, vous avez déjà Azure Arc. Euh, Azure Arc permet aussi, ça c'est un peu spécifique, mais certains d'entre vous sont peut-être dans ce cas-là. Comme vous savez, Windows 2012 voilà, est en fin de vie. Si on utilise Azure Arc, on peut supporter des serveurs Windows 2012 pendant encore plus longtemps, donc bénéficier de tout ce qui s'appelle Extended Security Update. Pour aller encore un peu plus loin, mais ça fera l'objet d'un autre, d'un autre coffee call peut-être. Azure Stack HCI, là, c'est vraiment pousser la logique jusqu'au maximum. Vous avez vraiment une infrastructure comme Azure, mais on-prem. Donc, vous achetez des serveurs Microsoft et à ce moment-là, vous utilisez 100%, enfin, la plupart des fonctionnalités de Azure, mais qui tournent sur votre infra on-prem. Ça, c'est Azure Stack HCI, mais c'est une toute autre discussion qu'on pourra aborder si vous êtes intéressé. Voilà, 17h, 9h48, moi ça va encore. On va passer à une petite session de questions-réponses pour 10-15 minutes. Sachez qu'il y a, je pense que Adrien va le mettre dans les commentaires, dans la conversation, vous avez un lien pour l'évaluation. Donc si vous savez prendre quelques minutes. Ah, ouais, c'est carrément un pop-up. Voilà, donc si vous savez prendre juste une petite minute pour répondre à la question. Euh, alors, on vous rappelle aussi, très important, qu'il y a notre User Experience Day le 26 novembre, le mois prochain. Donc, c'est une journée dans laquelle on va aborder, voilà, via toute une série de workshops, des thématiques diverses,
Ça se passera à Namur. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, n'hésitez pas sur notre site web. Vous retrouverez le lien directement dans la page d'accueil et vous verrez également voilà, le détail et le programme de la journée. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site web. Et d'ailleurs, il y a le lien qui mène directement vers l'événement. Mais moi, j'ai la page de Pauline qui est devant.